Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 13 mars 2026 et nos chers amis, le colonel Wilkerson et Larry Johnson, sont avec nous. Bon retour parmi nous. Hey, Cal et Larry, vous êtes encore sur la route. Vous n'avez pas votre chemise, d'accord. Vous avez ce look de directeur de pompe funèbre. That funeral director look. Je suis désolé, la qualité de mon micro n'est peut-être pas très bonne. Je m'en excuse. Si tu joues au directeur de funérailles, tu pourras présider aux miennes, parce que j'ai l'impression d'y être presque. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, il voulait que je vienne quelque part, je ne me souviens plus, à Los Angeles, je crois, et j'ai répondu, mec, je ne fais plus ça, j'ai 81 ans, j'ai à peine la force de marcher jusqu'à l'évier pour me préparer à dîner, tu vois, je ne fais plus ça. Oui, laisse-moi commencer, Larry. Avec toi et avec ce qui se passe avec Pete Haxton. Il y a quelques instants, nous avons entendu Pete, et il essaye de tenir les gens informés de ce qui se passe au Moyen-Orient. Voici ce qu'a dit Pete Haxton. He's a liar. Tu sais, Larry, il a même l'air malfaisant. Tu ne trouves pas, toi? Il a l'air malfaisant. Je ne présenterai pas ce genre d'image au peuple américain en ce moment. Il a l'air malfaisant. Vous savez, j'ai appris hier, je ne vais pas dire de quelle base il s'agit, mais c'est l'une des bases les plus importantes d'où nous menons nos opérations. Leur défense aérienne est épuisée. 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 Et lorsque le commandant des forces terrestres a fait son rapport, on m'a dit que tout le monde dans l'équipe de gestion de crise est resté silencieux. C'est grave. Alors vous savez ce que les Iraniens ont fait, c'est qu'ils sont en train de démanteler complètement la présence militaire américaine dans tout le golfe Persique. Je veux dire, le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, c'est fini, c'est fichu. La base aérienne du Prince Sultan, je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons y poursuivre nos opérations. Je pense qu'Al-Udeid est effectivement fermé. Ensuite, il y a une dizaine d'autres bases secondaires et de petits aérodromes. Mais en même temps, l'arrêt des exportations de pétrole dû à la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est la chose la plus lourde de conséquences que l'Iran aurait pu faire. Cela leur donne un levier. J'ai fait hier soir un exposé sur la théorie des jeux et j'ai passé en revue différentes itérations. Leur fermeture de ce détroit a donné à l'Iran un levier qui, à vrai dire, n'a vraiment aucun précédent dans l'histoire. Le pétrole qui en sort, le gaz naturel liquéfié qui en sort, et l'urée azotée pour les engrais qui en sort. C'est la partie la plus déterminante, car un peu plus d'un tiers des engrais mondiaux provient du golfe Persique. Je ne le savais pas avant de commencer à me pencher sur la question. Nous entamons donc la 3e semaine, et sans engrais, c'est la saison des semis, du moins dans l'hémisphère nord. Nous allons connaître une crise alimentaire d'ici 6 à 8 mois, car potentiellement, un tiers de l'approvisionnement alimentaire mondial pourrait disparaître. L'Iran, dans sa position actuelle, est donc en mesure d'exercer une pression économique autant que militaire, et cela va contraindre les États-Unis à venir à la table des négociations. Les États-Unis ne pourront pas résister à cela. Juste pour ajouter à cela, quelqu'un m'a envoyé hier une photo prise avec un téléphone portable d'une pompe à essence à Los Angeles, 8,69$ le gallon. Ouais, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais ici en Floride, comme les États-Unis ne tirent qu'environ 8% de leur pétrole du golfe Persique, les prix de l'essence ont grimpé. Lundi de la semaine dernière, j'ai acheté de l'essence à 2,50 et dimanche, j'ai payé 3,4 $.
I bought gas at $2.50. On Sunday, I bought it. I paid $3.04. On Wednesday, I checked out the price. Mercredi, j'ai vérifié le prix et il avait augmenté de 15 cents pour atteindre 3,19. Puis hier, il était monté à 3,24. Et ça, c'est juste ici en Floride. Tu sais, nous n'avons pas toutes les taxes qu'ils ont en Californie. Mais ça va déclencher une tempête politique. Et tout le baratin et les salades que les partisans de Trump racontent ne vont pas les sauver. Regarde, ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Oh, you're muted. You're muted. Ouais, tu m'entends? Oui, maintenant nous le pouvons. On aurait dit qu'il se passait quelque chose, parce que tu as vu la vidéo où Scott Bassett a été appelé par le président pendant une interview. Quand il est revenu, il tremblait un peu. Regarde juste les images. Écoutez, Schultes. Le président veut le président veut votre argent. Oh, d'accord. Okay. Aucun problème. À tout à l'heure, monsieur le secrétaire. See you shortly, Mr. Secretary. Mr. Secretary, I have to say, Monsieur le secrétaire, je dois dire que c'est une première et je suis sûr que ce sera aussi la dernière qu'un invité soit interrompu pour se rendre à la salle de crise. Comment va le président? Était-il stressé? how's the president? Was he stressed? No, the president is in great spirits. Non, le président est de très bonne humeur. La mission iranienne avance bien plus vite que prévu. Et je dois te dire, Wilf, en tant qu'adolescent qui envisage de faire son service militaire, je peux adresser à cette équipe le plus grand des compliments. Du président Trump au chef d'état-major interarmé jusqu'au secrétaire à la guerre, je dirais que je confierais la vie de mon enfant entre leurs mains. They say that I would trust my child's life in their hands. He's gay. I bet he won't go there. I bet he won't. Il est gay, je parie qu'il n'ira pas là-bas. Il a des enfants. Il a quitté la Caroline du Sud parce qu'ils ont rendu cela constitutionnel. Tu sais, les tribunaux ont annulé leur loi locale interdisant le mariage entre personnes du même sexe. Alors la Caroline du Sud, mon merveilleux État, a adopté un amendement constitutionnel. Donc Scott a dû déménager à New York, dans un État de Biden, pour pouvoir maintenir son mariage homosexuel et que ses enfants soient mariés. C'est un type vraiment hypocrite. Franchement, on ne peut pas inventer ça. Ouais. I mean, you can't make this up. Yeah. Larry, aujourd'hui Pete Hegseth a déclaré que les dirigeants iraniens se cachaient tous dans des bunkers. Mais aujourd'hui, il y a eu une manifestation en Iran à l'occasion de la journée d'Al-Quds, le mouvement, la protestation en faveur des Palestiniens en Iran. Et nous avons vu le président dehors, le chef de la sécurité nationale, tous les responsables parmi la population, même le chef du système judiciaire iranien. On peut avancer un argument, mais il faut qu'il repose sur une base solide, car tout cela est visible. C'est dans les médias. Ils sont dehors, ils sont parmi le peuple. Et toi, tu soutiens qu'ils se cachent dans des bunkers à cause de la situation actuelle, et que nous avons un contrôle total sur l'Iran. Hier, j'ai parlé avec Andrei Martyanov. Il a dit quelque chose d'étonnant. Regarde la carte et les cibles en Iran. On voit que la plupart des cibles se trouvent dans la partie ouest du pays, puis à Téhéran. On ne voit pas la domination dont parle Pete Hegseth. Larry, quelle est ta compréhension de cela? Eh bien, encore une fois, si l'on parle de la guerre de propagande, qui gagne la guerre de propagande, du moins aux États-Unis, c'est l'administration Trump. Vous savez, ils ont convaincu les gens d'un mensonge après l'autre. Mais, quand on commence à regarder les faits concrets, et je suis content qu'André l'ait souligné car je l'avais remarqué sur les cartes précédentes, quand on regarde où se trouvent tous les impacts, ils sont, vous savez, en plein milieu. Eh bien, cela s'explique par le fait qu'ils larguent principalement des JASM. S'ils ne tirent pas de Tomahawks, ils larguent un missile JASM.
et celui-ci a une portée d'environ 800 km. Donc si vous restez à l'extérieur de la frontière ouest de l'Iran, vous pouvez tirer, disons, à 500 ou 600 km à l'intérieur de l'Iran pour atteindre ces cibles. Mais le Pentagone ment. J'ai vu aujourd'hui qu'ils ont annoncé qu'un KC-135 s'était écrasé en Irak. Non, ce n'est pas vrai. Il a été abattu. Il a été abattu parce qu'il y avait 2 avions et le second a vu l'éclair du missile solaire qui a touché le premier. Le deuxième avion a pu effectuer des manœuvres d'évitement et éviter d'être touché. Mais ils mentent à ce sujet. Ils disent « Oh non, juste un accident ». Ils ont dissimulé les pertes. Donc vous voyez, cette tendance à vouloir gagner la guerre avec des mots plutôt qu'en fonction de ce qui se passe réellement sur le terrain. Quand on prend du recul et qu'on se demande « D'accord, que se passe-t-il vraiment sur le terrain ?» Oui, nous détruisons beaucoup de cibles. Je ne suis pas sûr de ce que sont ces cibles en Iran. Nous causons la mort et la destruction. Mais l'Iran a d'abord, de manière très méthodique, détruit les radars au sol qui servaient à identifier les cibles et à assurer les fonctions de communication pour la navigation maritime et l'ensemble de l'espace aérien du Moyen-Orient. $4 à 5 milliards de dollars. Vous savez, vous détruisez 7 radars et le coût de cela tourne autour de 7 milliards, quelque chose dans cet ordre-là, peut-être 5 milliards. Une somme d'argent incroyable. Vous détruisez et rendez inhabitables les bases et installations militaires américaines, de sorte qu'elles ne fonctionnent plus normalement et qu'elles sont contraintes de se retirer. En fait, d'après ce que j'ai compris, le Royaume d'Arabie Saoudite a dit aux gens de la base aérienne Prince Sultan, « Vous êtes livrés à vous-même, les gars. Nous, on se retire. Vous êtes seuls. » Ainsi, les dommages économiques qui s'accumulent peu à peu, avec Dubaï aux Émirats arabes unis et le Qatar où se trouve Doha, ne sont pas quelque chose qui va simplement passer comme une petite coupure de rasoir. C'est plutôt une amputation. Donc les Iraniens, vous savez, j'espère qu'ils sont quelque part dans un bunker, plutôt que de se pavaner dehors, parce que nous sommes un groupe de meurtriers aux États-Unis. Je veux dire, c'est... Eh bien, j'ai essayé d'expliquer cela à mon fils l'autre soir. Je lui ai dit, vous savez, la dernière personne qui a vraiment mené une invasion non provoquée d'un autre pays, eh bien, à part nous, régulièrement, c'était Adolf Hitler. Il a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Et ce que Trump a fait le 28 février avec Bibi Netanyahou constituerait le principal chef d'accusation dans un procès de Nuremberg pour avoir déclenché une guerre d'agression sans justification. Et je veux dire, c'est un niveau de mal d'une profondeur si extrême. Cela me met en colère. Et cela ne devrait pas nous surprendre. Un homme qui a ordonné de tuer des gens en haute mer comme il l'a fait, et qui en a tiré plus d'une centaine de morts. Je veux dire, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et oh, au fait, ta vidéo de Scott Besson m'a rappelé quelque chose. Peut-être que ce que Trump lui a dit à ce moment-là, je ne sais pas, mais je peux le supposer, c'est qu'il venait de lever toutes les sanctions contre la Russie lors d'un appel avec Poutine, afin que Poutine puisse l'aider à gérer la crise pétrolière et les prix. Oui. Tu te souviens à quel point Besson était catégorique à propos de ces sanctions? Plusieurs discours où il disait « On va les faire plier, c'est fini, ça va les abattre. » Eh bien, désolé, ton président vient de les lever. Désolé, vas-y. Colonel, une partie de ce que Pete Hackett et le général Kane essaient de faire consiste à convaincre l'armée, ceux qui en faisaient partie et ceux qui y sont encore, que la situation ne se passe pas mal pour les États-Unis. Dans quelle mesure ont-ils réussi jusqu'à présent à convaincre les membres de l'armée qui savent réellement ce qui se passe?
Vous savez, c'est un canal indirect, mais comme vous le savez, je pense être membre consultatif de la Military Religious Freedom Foundation et nous recevons des messages de soldats tous les jours. Pas seulement à propos de questions religieuses, mais parfois dans ces discussions sur les questions religieuses, qui arrivent désormais en nombre jamais vu auparavant. Je ne sais pas si vous avez lu mon article l'autre jour, mais j'ai obtenu l'autorisation et cité quelques-uns d'entre eux parlant de leurs commandants lors de briefings sur l'état des combats, disant des choses comme « Ne vous inquiétez pas les gars, Dieu est de notre côté » ou « Ne vous inquiétez pas, Jésus-Christ est avec nous dans cette guerre ». Ce genre de message arrive tout le temps maintenant, mais parfois, d'autres choses les accompagnent. Et il y a une profonde inquiétude parmi ce que j'appellerais le véritable noyau de l'armée des États-Unis en particulier, mais aussi dans l'armée de l'air et dans une certaine mesure dans la marine. Les grades allant de O3, qui est le dernier grade où l'on est vraiment un combattant, capitaine, jusqu'au colonel et aux équivalents de capitaine dans la marine et les gardes-côtes. La véritable inquiétude, c'est que nous ne savons pas ce que nous faisons. Et nous le démontrons à une échelle classique, vraiment. Cela est évident, du moins à certains égards. Je pense que c'est une réelle préoccupation pour Kane et une réelle préoccupation, en fin de compte, pour Hegseth. Mais c'est encore plus préoccupant pour le commandant du Central Command et ceux qui sont directement sous ses ordres, car cela touche à ce qu'on appelle le moral et le bien-être des troupes. Vous ne voulez pas être engagé dans un conflit où le moral et le bien-être des troupes sont remis en question par ces mêmes troupes. Et vous ne voulez certainement pas vous retrouver dans une situation comme celle que Larry vient de suggérer, et je pense qu'il a tout à fait raison, où nous mentons effrontément sur toutes sortes de choses que d'une manière ou d'une autre, ils voient, connaissent et comprennent comme étant des mensonges. Cela ne leur inspire pas confiance envers leur direction, en particulier envers Hegseth. Je pense que l'opinion au sein des rangs est très divisée à propos de Hegseth. Les nationalistes chrétiens et ceux attirés par ce genre d'idées sont avec lui. Les autres ne sont pas forcément contre lui, mais le deviennent de plus en plus. Et c'est assez étrange à ce niveau de grade de faire des remarques sur votre secrétaire. La dernière fois que j'ai vu cela, c'était avec McNamara au Vietnam. Des commentaires très répandus dans les rangs et très désobligeants à son égard. Ce n'est donc pas une bonne chose. Ce n'est pas une évolution positive. Et comme Larry l'a dit, nous ne gagnons pas cette guerre. Hier, ou avant-hier, je crois que c'était enregistré, John Mearsheimer, avec Chris Hedges, parlait de l'échelle de l'escalade, et je pense qu'il a raison. Trump a mis le pied sur le premier barreau, celui de la puissance aérienne. Vous avez peut-être vu le général 4 étoiles, commandant toutes les forces en Europe, être littéralement dénoncé lors d'une audition devant le Congrès l'autre jour, quand il a dit que la puissance aérienne n'avait jamais rien gagné. C'est un officier de l'armée de l'air avec 4 étoiles sur les manches. Et certes, c'est lui qui commande les têtes brûlées de l'UQOM qui veulent s'en prendre à Poutine. Mais malgré tout, il a dit la vérité à ce sujet. Je me demande si cette information est déjà parvenue à Trump. Sûrement que oui. Mais il a dit la vérité et il a cité le Blitz de Londres comme exemple. J'aurais pu citer plusieurs autres exemples. C'est donc le premier échelon de l'échelle. Le suivant, c'est la puissance terrestre limitée. Et la question maintenant est de savoir si Trump va gravir cet échelon. Je vous garantis que l'armée ne sera pas ravie de cela, ni sa direction, ni ses troupes, parce que je pense qu'ils savent instinctivement, sinon intellectuellement, que nous ne pouvons pas le faire. Oui, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire. Nous avons de nouveau examiné hier le système du service sélectif avec des gens comme Bernie Rosker et d'autres qui dirigeaient le service sélectif sous Reagan.
head of the Selective Service for Reagan. We have had this movement going on in the all-volunteer. Cela fait presque 15 ans que nous discutons de ce sujet dans le Forum des forces entièrement volontaires. Il faudrait 1 an ou plus et plus de 100 millions de dollars pour remettre le système du service sélectif en état afin de pouvoir même commencer une conscription. Et d'ici là, nous étions tous d'accord pour dire qu'environ 1/3 des jeunes Américains âgés de 18 à 24 ans disparaîtraient, soit en quittant le pays, soit en se cachant profondément. Il est donc impossible de mobiliser ce pays à temps pour que cela fasse une différence. Et il se peut même qu'on ne puisse pas le faire en nombre suffisant pour que cela change quoi que ce soit. Donc, s'il franchit, comme John l'a indiqué, cette prochaine étape sur l'échelle de l'escalade, nous serons dans de beaux draps, nous aurons de sérieux problèmes. Et je n'ai même pas encore abordé, comme Larry commençait à le faire, les répercussions économiques, parce qu'elles sont évidentes et qu'elles nous touchent déjà. Oui, ils n'ont pas calculé le coût de tout cela de manière globale. Je veux dire, parlons de cette question des troupes au sol. Je suis fasciné par le nombre de personnes qui ne connaissent rien à l'armée, ni à la logistique, et qui disent « Oui, il faut envoyer des troupes, n'est-ce pas ?» Eh bien, vous savez, il y a 25 ans, ou 23 ans, oui, nous pouvions rassembler une force en Arabie Saoudite sur une période de 9 mois à 1 an. Ils avaient commencé le déploiement, ce qu'on appelle le TPFDD, ce flux de troupes, d'unités et d'équipements, en les concentrant dans une seule zone. C'était à l'époque d'avant les drones, n'est-ce pas? Et avec l'utilisation généralisée des missiles et du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance, on ne pourrait plus faire cela aujourd'hui. Ou on pourrait essayer, mais il serait anéanti. Il n'y a donc aucun moyen sûr de le faire de manière conventionnelle. Il faudrait les regrouper en Irak, près de la frontière avec l'Iran. L'Iran bombarde sans relâche Erbil, l'aéroport contrôlé par les Kurdes que nous utilisons comme base de déploiement. Ils se font pilonner. Donc, vous voyez, on ne pouvait pas faire ça. Eh bien, utilisons le personnel des opérations spéciales. D'accord, j'ai en fait travaillé avec ce groupe pendant 23 ans, donc je connais un peu leurs capacités. En réalité, j'ai appris très tôt, quand j'ai commencé au département d'État, en travaillant pour un colonel des marines à la retraite. Il a fait 2 missions au Vietnam. C'est lui qui a mis en place la sécurité diplomatique au département d'État en 1984 et il était le principal agent de liaison lors de l'opération Grenade. Eh bien, à la Grenade, nous avons parachuté un groupe de Navy SEAL. Oui, vous savez, ils savent nager, ils sont coriaces, mais après cela, nous en avons perdu 5 par noyade. Ils sont morts. Il a donc envoyé un nouveau groupe, dirigé par un type qui était alors lieutenant-commandant, nommé Rick Wallard. Leur mission consistait à capturer le consul général ou le gouverneur de la Grenade et à l'exfiltrer. Eh bien, vous savez, les Navy SEAL portent essentiellement des fusils. Ils ne sont pas lourdement armés, d'accord? À cette époque, je crois qu'ils utilisaient un HK tirant une cartouche de 7,62-51. Donc c'est une munition conséquente. Néanmoins, ils se sont retrouvés cloués au sol. Ils ne pouvaient plus bouger. Il y avait un Cubain avec une mitrailleuse de calibre 50 qui les arrosait et ils ont dû attendre que le corps des marines arrive en trombe par la route avec des chars et des véhicules blindés pour sécuriser la zone. Donc, en fin de compte, ils ne sont même pas de l'infanterie légère. Ils sont capables de mener des missions à court terme, mais les envoyer jusqu'en Iran pour tenter de capturer une cible fortifiée, profondément enfouie et éliminer du matériel nucléaire. Eh bien, je vais vous dire, j'ai travaillé sur un exercice de ce genre, et la leçon qu'on en a tirée, c'est « ne le faites pas ». C'est la leçon apprise. Donc, il n'y a pas d'option terrestre possible ici. Que comptez-vous faire? Larguer la 82e division aéroportée?
parce qu'ils auraient été activés et se déplaceraient vers la zone. Très bien, larguez-les, et ensuite, ils ne sont pas équipés pour soutenir des opérations pendant plus de 48 heures environ. Je veux dire, les gens regardent trop de ces fichus films hollywoodiens où les soldats accomplissent des exploits surhumains et n'ont pas à se soucier de la logistique. Encore quelques points à ce sujet, Nima. Pendant Desert Shield, nous avons, si je me souviens bien, déployé presque immédiatement 2 bataillons de la 82e à l'endroit où, si Saddam se tournait et entrait en Arabie Saoudite, ce que nous redoutions vraiment, nous savions qu'ils seraient tués, tous sans exception, mais il aurait alors écrasé et tué des soldats américains. Et donc nous guettions cela, je suis triste de le dire, mais nous le guettions comme une incitation supplémentaire, si l'on peut dire, pour que le peuple américain soutienne la guerre. Nous sacrifions la 82e. Quant à y envoyer quelqu'un maintenant, nous utiliserions l'installation Rome au Koweït. J'en suis tout à fait convaincu. C'est la plus grande installation de réception et de transit que nous ayons dans la région et dans le monde en réalité, à part peut-être encore un peu en Europe. Regardez une carte. J'en ai parlé dans un podcast ce matin. Regardez une carte. Il faudrait passer par cette petite bande de territoire irakien qui comprend Bassora, et il faudrait traverser un terrain très difficile pour entrer en Iran si vous faisiez cela. C'était évidemment pas la même chose avec l'Irak. Donc c'est hors de question, je pense. Et puis l'autre type de proposition que j'ai entendue de la part de militaires concernait des navires amphibies et des marines. J'ai dit, d'accord, premier problème, il faut déjà trouver les navires amphibies. Regardez le débat en cours entre la marine et le corps des marines au sujet du manque de financement de la marine, même pour l'entretien de ces bâtiments amphibies. Disons que vous rassemblez tous les bâtiments amphibies et que vous y mettez peut-être 5000 marines. Devinez quoi? Où vont-ils aller et que vont-ils faire? Eh bien, nous débarquerions sur les plages, nous utiliserions les plages, nous avancerions comme les marines sont censées le faire, et nous enverrions 100. Eh bien, vous n'aurez pas 100 000 marines. Vous pourriez en avoir 60 000 déployables, et ils seraient tous tués sur la plage, ou très gravement touchés juste à l'intérieur de la plage, si vous voulez, probablement par des missiles. Donc tout cela est plein d'énormes problèmes si vous comptez utiliser la puissance terrestre. Et il ne s'agit pas seulement de la difficulté de l'y acheminer sans subir de lourdes pertes. Nous n'avons pas les effectifs nécessaires. Nous n'avons pas les effectifs nécessaires. Et comme je l'ai dit, nous ne pourrions pas l'obtenir avant 1 an environ, et à ce moment-là, la situation serait conflictuelle. Vous savez, des sources fiables m'ont dit que 30% des réservistes israéliens n'ont pas répondu à l'appel de 90 000 hommes que Netanyahou a lancé il y a quelques jours pour poursuivre l'opération au Liban et faire ce qu'il fait. Ils ont 30 000 personnes qui ne se sont pas présentées. Réfléchissez à cela, ce serait bien pire pour nous. Donc, comme John l'a dit, il est absurde pour lui de franchir cette nouvelle étape et de commencer à introduire des forces terrestres. Et bien sûr, nous n'avons même pas encore parlé de ce qui s'est passé avec Erdogan et les Kurdes. Les Kurdes, s'ils devaient être recrutés, ont été plus malins cette fois-ci qu'ils ne l'avaient été par le passé. Et ils ont dit pas question. Parce que non seulement ils auraient les Iraniens en face d'eux, des Iraniens redoutables, mais ils auraient probablement aussi Erdogan derrière eux, profitant de l'occasion pour les anéantir. Donc vous voyez, cette administration ne réfléchit pas, ou alors elle raisonne avec un retard considérable. Tout cela vise à dissimuler le fait qu'ils n'ont pas conçu l'opération correctement dès le départ. Et cela va, comme Larry vient de le souligner à propos des avions en Irak, continuer à coûter des vies humaines.
car il est très difficile de rattraper son retard quand l'ennemi cherche à vous empêcher d'entrer dans ce domaine. Et ils s'en sortent très bien. Larry, je pense que tu as appris d'un des responsables de l'OTAN en Europe. Il disait littéralement qu'avec ces attaques aériennes, tu vas unifier le peuple iranien. D'accord. Je pense que la souffrance causée par ces attaques, principalement contre des civils, est immense, car la plupart de ces cibles, plus de 20 000 selon les médias iraniens, ont été touchées. Et ce sont surtout les civils qui en pâtissent. Comment est-ce possible? Même Donald Trump est intervenu hier en parlant de l'équipe nationale de football iranienne et en la menaçant, disant « Vous êtes les bienvenus aux États-Unis, mais personne ne peut garantir que votre voyage sera sûr ici. » C'est une menace, vous savez. C'est le même homme qui parlait avant que l'attaque n'ait lieu. Il disait « Je vais attaquer l'Iran, les gens vont renverser le gouvernement et tout sera magnifique en 4 jours. » Et maintenant, il redouble d'efforts. Qu'est-ce que cela signifie pour l'administration Trump? Qu'est-ce que cela implique à long terme, compte tenu de toute la situation? Vous avez mentionné les systèmes de défense aérienne, les radars, l'armée. Et l'Iran, eh bien, du côté iranien, ils disent surtout qu'ils continueront aussi longtemps qu'il le faudra. Mais quel est le calcul de l'autre côté? Trump n'est clairement pas un penseur stratégique, et les décisions qu'il prend affaiblissent à la fois les États-Unis et, je cite, renforcent notre soi-disant ennemi. Celui qui en tire vraiment profit, c'est la Russie. Oui. Je veux dire, on peut imaginer Poutine assis tranquillement, en train de se dire « Eh bien, peut-être que Trump n'est pas un si mauvais type après tout, vu ce qui s'est passé. » Auparavant, la Russie vendait son pétrole à 59 $ le baril. Et l'Inde en a profité pour dire « D'accord, oui, nous achèterons votre pétrole, nous éviterons ces sanctions, mais vous devez nous accorder une réduction pour le risque que nous prenons avec ces sanctions. » Et la Russie a répondu « D'accord. » Eh bien, maintenant que le flux de pétrole est coupé, les pays principalement touchés, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Inde, tirent environ 80% de leur pétrole du Golfe Persique. Tout à coup, le facteur de stress a grimpé en flèche pour le Premier ministre Modi, qui, 1 ou 2 semaines avant le début de la guerre, se trouvait en Israël, se donnant en spectacle, flattant Bibi Netanyahou, faisant tout sauf des actes sexuels en public. Et puis, la semaine suivante, le tableau est complètement différent. Il retourne donc en Russie. « Hé, mon ami, nous revoilà, nous achèterons ton pétrole. » Et la Russie a répondu « Bien sûr, mais le prix est maintenant de 88 $ et tu dois payer 4 $ au-dessus du prix du marché. » Regarde l'Union européenne, Nima, ce qu'ils viennent de faire. Tu sais, je crois qu'il y a 4 ans et demi, 5 ans, ils ont voté et mis en place une interdiction sur le GNL en provenance de Russie, le GNL de l'Arctique. Eh bien, ils viennent de faire ce qu'ils appellent un dernier achat, et ils vont prendre chaque mètre cube de GNL arctique de Russie pour l'année à venir. Ils disent qu'ils vont appliquer l'interdiction à la fin de l'année. Je te donne 5 chances, et les 4 premières ne comptent pas, pour deviner s'ils vont vraiment le faire ou non. C'est comme ça que tu vois, le monde se retrouve désormais dans une posture complètement différente. Oui, et souvenez-vous, comme Larry le souligne, la Russie est aussi un important fournisseur de gaz naturel liquéfié et d'engrais. En fait, elle produit plus d'engrais que le Golfe Persique. Donc sur ces 3 points, les produits russes sont très demandés. Et quand on a vu Trump faire un virage à 180 degrés, d'abord, on va faire pression sur la Russie, on va la couper, personne ne pourra acheter son pétrole, on va la sanctionner. Puis tout à coup,
Allez, Russie, vendez où vous voulez, partagez avec tout le monde, ça ne nous dérange pas. C'est pour ça que personne ne prend Trump au sérieux. C'est juste un opportuniste pur et dur. Voilà ce qu'il est. Tu sais, j'imagine très bien Poutine avec son entourage privé après l'appel avec Trump. Poutine disant, tu sais, il a essayé de me convaincre qu'il faisait tout ça pour moi, qu'il l'avait prévu comme ça, qu'il allait lever les sanctions et que j'allais l'aider avec le problème du pétrole. Mais je connais ce fils de pute. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu le rapport dans le Financial Times. Il parle de la France et de l'Italie, et si je ne me trompe pas, de l'Allemagne aussi. Ils essaient de discuter séparément avec les Iraniens, avec le gouvernement iranien, pour leur faire garantir un passage sûr à travers tout cela pour la plupart. Je suis simplement stupéfait par la transformation. Quand la guerre a commencé, ils ont essayé de dire « Nous n'avons rien à voir avec ça ». Le chancelier d'Allemagne, bien sûr, l'un des dirigeants les plus radicaux d'Europe, a déclaré « Nous soutenons ce qui se passe et nous soutenons l'attaque des États-Unis contre l'Iran ». Mais après tout, on voit même le MERS changer d'attitude face à ce qui se passe, essayer de conclure un accord ou de négocier, de parler avec les Iraniens et de les aider. Il semble que l'Europe fasse quelques démarches pour comprendre la réalité du Moyen-Orient, de l'Asie occidentale, d'une manière qu'elle était, à mon avis, incapable d'adopter en Ukraine. Mais il semble que la situation au Moyen-Orient ne fasse qu'aggraver les difficultés qu'elle connaît déjà. C'est pour cela qu'ils ont pris cette initiative. C'est pour qui? Larry, c'est pour toi. Oh, pour moi. Eh bien, la première chose que j'aurais dite si j'étais l'Iran, à n'importe lequel d'entre eux, en particulier à la France, c'est « Pourquoi avez-vous voté contre nous et nous avez-vous insultés au Conseil de sécurité de l'ONU l'autre jour? Vous n'avez rien dit sur les États-Unis et Israël qui ont lancé contre nous une guerre d'agression non provoquée. Ce n'est pas nous qui avons commencé. En fait, si j'étais l'Iran, j'aurais dit « Non, nous ne traiterons pas avec vous tant que vous n'aurez pas changé de position. » Mais cela revient au point essentiel. L'Iran occupe désormais une position de levier incroyablement puissante. L'autre aspect, cependant, qui relève de la théorie des jeux, et je ne serais pas surpris que ce soit ce qui se passe en ce moment même, l'Iran doit produire et déployer des armes nucléaires dès que possible. S'il le fait, ce sera le seul moyen d'avoir une garantie à peu près certaine qu'Israël ne l'attaquera pas. Mais ils doivent le faire en secret, et lorsqu'ils se montreront, ils devront en avoir plus d'un. Ils doivent rendre clair que si nous sommes attaqués, vous serez touchés aussi. Une menace nucléaire contre Israël, à Haïfa et à Tel Aviv, est bien plus crédible. Il pourrait infliger de terribles dégâts à l'Iran, mais Israël a moins de marge de manœuvre parce que le pays est si petit. L'Iran est vaste, donc il peut encaisser un coup terrible de ce genre. Israël, non. Cette combinaison, si l'Iran se met maintenant à acquérir l'arme nucléaire, tout en maintenant cette pression économique sur le Golfe Persique, mais en montrant aussi une volonté de négocier. Eh bien, la négociation qu'ils ont proposée comporte désormais 4 volets. Le premier est la levée des sanctions. Le deuxième, les réparations. 3, garantie de sécurité que cela ne se reproduira pas, qu'ils ne seront plus attaqués par les États-Unis ou par Israël. Et je crois que le 4e point concernait les Palestiniens. Donc vous voyez, il commence déjà à poser les bases. Arachi, cependant, a déclaré l'autre jour que l'objectif de l'Iran était la défaite, l'extinction d'Israël. Et vous savez, je suis sûr que cela horrifiera beaucoup de gens en Occident. Mais franchement, je pense qu'Israël a perdu tout droit de continuer à exister comme nation.
Ce n'est rien d'autre qu'un groupe brutal et meurtrier qui tue des Libanais, qui tue des Palestiniens. Ils ont tué des Syriens. Ils tuent des Iraniens. Vous savez, c'est pas du tout une nation de paix. C'est comme un tueur en série en liberté. J'ajouterais simplement, apparemment, ils veulent aussi tuer des Turcs. Et ton commentaire sur Merz, souviens-toi d'où il vient, Nima. Il vient du poste de PDG de BlackRock. Je suis sûr qu'il y a encore des contacts importants là-bas. Il sait que pour la première fois de leur histoire, ils ont limité les retraits sur leur fonds de dette le plus important à 5%. C'est sans précédent. BlackRock n'a jamais fait ça. Ils anticipent les possibles répercussions de cette affaire, et Merz l'a compris. Je prédis qu'il sera beaucoup plus circonspect à l'avenir. Oui, c'est vrai. Le colonel Wilkerson a tout à fait raison. BlackRock est en difficulté. Il se passe quelque chose financièrement en coulisses qui n'a pas encore été rendu public. Les marchés financiers ne se comportent pas normalement. Tu sais, ils reposent sur l'espoir, pas sur la réalité. Et la réalité va finir par s'imposer parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de fin en vue. Laisse-moi le dire autrement. Il n'y a rien que les États-Unis puissent faire militairement sans subir d'énormes pertes pour rouvrir le passage et permettre au trafic de circuler librement dans le détroit d'Ormuz. En fait, je ne pense même pas qu'ils en soient capables. Ils pourraient essayer, mais cela aurait un coût énorme. Et les efforts de Trump pour présenter la situation comme « Oh, ce sera réglé en un clin d'œil, nous les anéantissons » ne reposent tout simplement pas sur la réalité. Je crois que c'était Doug McGregor l'autre jour, et le colonel Wilkerson est assez âgé pour s'en souvenir. Mais pendant la guerre du Vietnam, on recevait toutes ces séances d'informations optimistes du Pentagone. Oh, nous avons tué 1 million de Viet Cong, nous en avons capturé tant, tous ces chiffres. Oh, tout va bien. Et ce n'était pas vrai. C'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui, un vrai sentiment de déjà-vu en écoutant cet amiral Cooper. Il se lève et commence à débiter. Nous avons bombardé 5000 sites. Nous avons bombardé 20 000 sites. Mon Dieu, nous avons bombardé chaque centimètre du territoire iranien. Et pourtant, voilà que l'Iran détruit méthodiquement nos bases militaires, qu'il est capable de suivre nos personnels jusqu'à leurs hôtels et de les frapper là-bas. Nous avons donc bâti une fondation de mensonges dans ce pays, aux États-Unis. La question que je posais le plus souvent aux lieutenants-commandants, commandants, capitaines, colonels et autres lors des jeux de guerre importants, la série GILAS par exemple, me vient à l'esprit. Quand je me promenais sur le terrain de jeu, c'était « Alors, comment ça se passe ?» ou quelque chose du genre. Ils levaient les yeux de leur console et répondaient « Tout se déroule selon le plan ». Ce n'est pas la question que je vous ai posée, capitaine. La question que j'ai posée était « Comment ça se passe par rapport à votre mission ?» Oh, eh bien, voyons voir. Il faut que j'en parle à quelqu'un. C'est exactement ce que nous faisons. Nous comptons les bombes, nous comptons ceci, cela, et tout le reste que nous considérons comme les accessoires de la guerre. Et personne n'est pire à ce jeu-là qu'un commandant du Central Command. Et nous présentons cela comme une réussite. 5000 ici, 2000 là, et ainsi de suite. On a largué toutes ces munitions, on a fait toutes ces opérations depuis les airs. Ce n'est pas un succès. La question est, remplissez-vous votre mission? La réponse est clairement et nettement non. Vous ne la remplissez pas. Alors, que fait-on à ce moment-là? Je demanderais alors, quand ils se rendaient compte que ce que je disais était exact, eh bien peut-être devrions-nous changer le plan. Peut-être devrions-nous organiser une réunion. Vous voyez, ce genre de choses. C'est au cœur de la pensée américaine, et c'est malheureusement ancré dans l'armée. C'est en partie dû à la nature technologique de celle-ci aujourd'hui, et en partie au fait que l'armée de l'air domine, à bien des égards,
la réflexion stratégique, tactique et opérationnelle. C'est un vrai problème, et nous le voyons en ce moment même, comme Larry l'a indiqué. Ils ne savent même pas quelles sont les bonnes questions à poser. Et en plus de cela, ils mentent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme il l'a souligné en parlant du Vietnam. Je pourrais remonter à la contre-offensive des Ardennes en 1944 et 1945 menée par les Allemands et vous montrer comment Eisenhower et d'autres ont menti effrontément sur les résultats de cette bataille. Donc ce n'est pas nouveau, mais c'est très dangereux, surtout quand on ne dispose plus d'une puissance écrasante comme après Overlord, lorsque les Russes avaient absorbé 90% des pertes dans les combats contre la Wehrmacht. Nous n'avons plus ce luxe. Non seulement nous ne l'avons plus, mais nous sommes maintenant à l'autre extrémité de la courbe de puissance, vraiment à l'autre extrémité. Et nous continuons à penser que nous sommes toujours là où nous étions. C'est dangereux, extrêmement dangereux. Larry Netanyahu a dit que nous tiendrons jusqu'au retour du Messie. Et vous savez, beaucoup de gens en ce moment en Iran, des gens ordinaires. L'autre jour, je parlais avec ma famille et mes amis là-bas. Même dans les médias persans grand public, ils se demandent quelle est la pire chose qui puisse arriver à une nation. Une guerre qui tue des gens. Une guerre que l'Iran ne voulait pas. Ils se défendent. Ils ont négocié jusqu'à la dernière minute, au dernier moment, avec l'administration Trump. Alors, comment pouvons-nous éviter cela à l'avenir? Parce que nous ne voulons pas nous battre éternellement. Nous devons aller jusqu'au bout pour nous assurer que cela ne nous arrive plus. Et je pense que ce que tu as mentionné à propos des armes nucléaires, et en voyant qui dirige Israël et à quel point ces gens sont fous, ils y pensent réellement. Quel est le calcul? Que pouvons-nous faire pour éviter cela? L'une des questions sérieuses en ce moment, je pense, en ce qui concerne la direction en Iran et l'opinion publique, c'est comment pouvons-nous éviter une guerre nucléaire? Devons-nous en construire une simplement pour contrer cela? Oui, je veux dire, regardez, comme vous en êtes la preuve, l'Iran compte beaucoup de personnes intelligentes et instruites, portées sur la science, extrêmement compétentes en mathématiques. Et la théorie des jeux est assez simple. En passant cela par différentes itérations, la conclusion fondamentale était la suivante. Si l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz et annonce « Nous avons une arme nucléaire et nous sommes prêts à l'utiliser si nous sommes attaqués », ce sera un véritable changement de donne. Cela est susceptible d'assurer la sécurité, que l'Iran ne sera plus attaqué, car les Israéliens comprendraient qu'ils se suicideraient complètement. Je comprends aussi l'argument du professeur Morandi, selon lequel l'Iran n'a aucune envie d'utiliser des armes nucléaires sur la Terre sainte. Ils ne veulent pas contaminer Al-Quds. Ils ne veulent pas endommager ni nuire aux biens et au territoire du peuple palestinien. Mais ils doivent maintenir cette menace comme crédible. En réalité, en ce moment, avec des armes conventionnelles, ils déchirent Israël. Et cette attaque coordonnée d'il y a 2 jours avec le Hezbollah. Le Hezbollah a tiré des roquettes pendant environ 4 heures et Israël n'a pas pu les arrêter. Ils ont donc désormais prouvé que le dôme de fer, la fronde de David, c'est fini. Patriote, terminé. THAAD, sans importance. Parce que tout le battage autour de ces défenses aériennes, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui est en train d'être prouvé en ce moment. L'Iran se trouve donc dans une position où ils doivent vaincre Israël. Et la seule façon de les vaincre, ils peuvent le faire militairement ou continuer à exercer une pression tout en ayant cette garantie. Vous ne voulez pas aller au nucléaire avec nous parce que nous en avons un et il fera beaucoup plus de dégâts. Il anéantira 50% de votre population. Vous pourriez éliminer 8% de la nôtre.
mais nous détruirons 50% de la vôtre. Faites simplement le calcul. Cela en arrivera donc à un point où ils seront contraints de négocier simplement à cause des pertes économiques auxquelles ils font face. Carole, comment vois-tu la situation de ton point de vue militaire? Comment décrirais-tu la situation? Parce qu'après tout, l'Iran, d'après ce qu'il a fait jusqu'à présent, en attaquant des bases américaines dans la région, principalement dans les États arabes, envoie un message à chaque fois, non seulement à Israël, mais aussi aux États arabes. Si vous voulez vivre en paix et en sécurité, vous devez comprendre votre voisin. Il ne s'agit pas seulement d'apporter ce que vous voulez dans la région. Il parle surtout des bases américaines. Et si les États-Unis décident, par exemple, d'installer quelque chose en Arabie saoudite ou ailleurs, comment voyez-vous l'ensemble de la situation avec l'Iran? Comment l'Iran peut-il négocier ou dialoguer avec ces États arabes? Ou d'un autre côté, les États arabes essayent de faire tout ce qu'ils peuvent. Ils ont communiqué avec les Russes et je suppose aussi avec les Chinois. Ils sont dans une situation désespérée. Vous parlez d'engrais, de pétrole, de nourriture et des centrales de dessalement. Les systèmes de dessalement dans ces pays sont essentiels. Sans eux, ils ne peuvent pas survivre. Si la guerre se poursuit et atteint cette infrastructure qui est si importante pour la survie de ces pays, ce sera catastrophique. J'allais te poser une question. Est-ce toi qui m'interviews ou est-ce moi qui t'interviewe? Non, je te le dis simplement. Je comprends et j'apprécie ta passion, crois-moi, vraiment. Je pense que c'est la fin de la présence des États-Unis au Levant, en particulier dans les pays arabes. Je pense que c'est inévitable. Cela fera partie du tissu, de la trame et de la chaîne, si l'on peut dire, de nombreux processus de décision, de Riyad à Dubaï et ailleurs. Mais je crois que c'est la fin de la présence américaine dans cette région, du moins sous la forme importante que nous y avons connue. Et si nous sommes intelligents, ce sera un retour, même s'ils ne peuvent rien y changer, à 40 ans de stratégie qu'on appelait essentiellement la stratégie offshore. En d'autres termes, on dispose de forces au large, capables d'intervenir à tout moment, mais on le fait rarement, voire jamais, et on ne maintient pas de troupes à terre. Ça rappelle encore Colin Powell, qui m'a dit un jour, « Si nous déployons un jour des forces terrestres importantes au Moyen-Orient, nous le paierons cher tôt ou tard. » Il avait raison, tu veux pas faire ça. Donc ils vont prendre la décision à notre place, je pense. Nous allons devoir partir. La manière dont ils réagiront à cette situation sera probablement divisée au début, mais ensuite ce sera plus ou moins à l'unisson. Et là où ils iront, c'est là où va le pouvoir. Ils vont se tourner vers l'axe de, j'aimerais dire le triaxe, mais Modi est un idiot. Ils vont se tourner vers l'axe de l'Inde, de la Chine et de la Russie. Ils vont aller vers les BRICS. C'est dans cette direction qu'ils se dirigent. Ce sera lent et peut-être douloureux, mais c'est la voie qu'ils prennent. Et cela coïncidera avec le renminbi devenant la monnaie de base utilisée par le monde entier pour tout, des transactions générales aux investissements et ainsi de suite. C'est inévitable. Ça va arriver. Mais le sang qui sera versé d'ici là m'inquiète. Cela m'inquiète énormément, parce qu'on dirait que nous voulons être les plus grands pourvoyeurs de ce sang, à part les gens que nous avons bombardés jusqu'à l'enfer. Et cela aussi va revenir nous hanter. Nous avons détruit, complètement détruit, tout ce qui est sorti de Nuremberg, tout ce qui est sorti de Genève, tout ce qui est issu de toutes sortes de droits internationaux que nous soutenions autrefois, dont Dwight Eisenhower parlait avec éloquence. Nous ne voulons plus jamais 100 millions de victimes. Nous ne voulons plus jamais revivre ce qui vient de nous arriver. Nous devons éviter cela. Nous avons tout oublié.
Et cette montée en puissance, aussi chimérique qu'elle ait pu être, et aussi hypocrite qu'elle ait pu l'être à certains égards, ce qu'elle était d'ailleurs. L'ONU, principal instrument hypocrite qu'Eisenhower soutenait également avec ferveur, tout cela nous l'avons détruit. Même les éléments hypocrites de ce système, nous les avons détruits. Nous sommes désormais obésiens, purement obésiens. Nous avons le pouvoir et nous vous tuerons. Si nous ne vous tuons pas, nous vous sanctionnerons. Probablement ferons-nous les deux. C'est ainsi que nous opérons dans le monde. Le reste du monde ne va pas accepter cela. Il ne va pas vivre avec cela. Certainement pas les quelques 60% qui détiennent aujourd'hui la majeure partie du PIB mondial, qui semblent progresser plutôt que décliner et qui sont fondamentalement asiatiques dans leur composition. Mais il y en a d'autres aussi. Et nous sommes dans la défiance. Nous sommes totalement dans la défiance. L'une des raisons pour lesquelles vous regardez ces JP Morgan du monde actuel, ces Rothschild du monde actuel, réfléchissez à l'endroit où leur drapeau est ancré en ce moment et considérez le mouvement de ce drapeau. Je parle métaphoriquement, mais ils observent tout cela. Et le pouvoir dans le monde qui finance ces guerres, qui les a toujours financées, va déplacer son drapeau et il va le déplacer vers l'Est. Il ne restera pas ici. Alors nous serons là, à nous tourner les pouces. L'Empire va devenir de moins en moins, encore et encore. C'est peut-être le début. C'est peut-être en effet le début concret du délitement de l'Empire américain. Et il est tout à fait approprié que Donald Trump, notre Néron, soit aux commandes. Merci. Larry, veux-tu ajouter quelque chose avant que nous terminions? Non, je partage l'optimisme du colonel. Merci. Très bien les gars. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Take care.